À 2h47, Ouagadougou se tait et l'équilibre se fissure d'un coup. Ce calme n'a rien de paisible. Il sert de couverture à une opération pensée pour décapiter le pouvoir. Verrouiller les radios du matin et faire croire que tout est déjà joué avant même que la ville respire. Mais si la nuit est une scène, la vraie question est ailleurs. Que devient un État quand la peur change de camp? Et pourquoi Ibrahim Traoré demande d'abord qui, parmi les siens, a ouvert la porte? Dans ce détail, le destin accélère et la ville comprend que la loyauté peut briser un scénario parfait. Cette histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout, non pour le frisson d'une nuit de violence, mais parce qu'elle éclaire un mécanisme de pouvoir qui dépasse un événement isolé. En comprenant cette séquence, vous saisissez comment la souveraineté, la peur et l'argent s'affrontent concrètement, loin des slogans et des discours officiels. Ce qui s'est joué à Ouagadougou révèle pourquoi certains coups d'État échouent malgré des armes, des réseaux et des financements, et pourquoi d'autres réussissent quand l'indifférence s'installe. L'enjeu n'est pas seulement politique, il est économique, social et symbolique car une tentative de renversement ne vise pas qu'un dirigeant, mais la capacité d'un pays à décider pour lui-même. À travers cette nuit précise se dessinent des questions plus larges. Qui contrôle réellement l'État? Comment la loyauté se négocie dans l'ombre? Et ce qui se produit lorsque la population cesse d'être spectatrice. Ce récit ne promet pas des héros sans faille ni des traîtres caricaturaux, mais une lecture lucide d'un moment où chaque décision, même silencieuse, produit des conséquences durables. La tentative échoue avant même d'atteindre son objectif, et un indice chiffré l'explique. À 2h47, la fréquence de communication utilisée par les conspirateurs est déjà sous surveillance depuis des semaines. Ce détail, apparemment technique, révèle que l'opération n'est pas improvisée mais anticipée, retournant l'effet de surprise contre ceux qui comptaient en faire leur arme principale. Dans les couloirs du pouvoir, Ibrahim Traoré comprend immédiatement que la menace ne vient pas seulement de l'extérieur des murs, mais de l'intérieur du système. La question qu'il pose n'est ni tactique ni militaire. Elle est existentielle, centrée sur la loyauté et sur ceux qui ont choisi de changer de camp. Cette lecture transforme une attaque armée en révélateur d'un réseau plus large où les ordres, les silences et les absences comptent autant que les coups de feu. Le contexte est celui d'un État fragilisé par des années d'insécurité et de dépendance où les coups d'État passés ont laissé une trace durable dans les institutions. Les auteurs de la tentative misent sur un scénario connu. Frapper vite, semer la confusion, puis annoncer un nouvel ordre avant que la population ne comprenne ce qui se joue. Ils parient là sur la paralysie collective, convaincus que la peur suffira à figer toute réaction. Mais ce calcul ignore une variable essentielle. Dans les heures précédant l'attaque, les services fidèles à la transition ont intercepté messages, coordonnées et chronologie, transformant la nuit en piège silencieux. Ce renversement discret du rapport de force explique pourquoi la résistance paraît si organisée dès les premiers instants. À ce stade, l'événement cesse d'être un simple épisode nocturne. Il devient une charnière historique où se dévoile la profondeur de la trahison interne et la fragilité d'un plan fondé uniquement sur la peur, sans tenir compte de la mémoire politique et sociale du pays. Dans cette nuit tendue, la scène ne se limite pas au bureau du palais. Elle s'incarne dans des individus précis, pris entre discipline, peur et choix irréversibles. Un officier loyal, resté à son poste malgré des ordres contradictoires, comprend que l'attaque n'est pas une démonstration de force classique, mais une tentative de bascule interne. Son rôle est modeste en apparence, pourtant décisif. Tenir quelques minutes de plus sans tirer inutilement suffit à fissurer le tempo des assaillants. À l'extérieur, un autre visage apparaît, un mécanicien de quartier réveillé par des messages qui circulent plus vite que les balles
quitte son domicile sans plan ni consigne. Il n'est ni militant ni soldat. Il avance parce que l'alternative, rester immobile, lui semble plus dangereuse. Ce déplacement spontané, répété par des dizaines puis des centaines d'autres, crée un effet de masse que les stratèges n'avaient pas intégré dans leurs calculs. Au centre, Ibrahim Traoré observe ces signaux faibles. Il ne s'agit pas d'un geste héroïque isolé, mais d'une lecture rapide d'une dynamique en train de naître. En ordonnant de tenir, puis d'ouvrir, il transforme une défense militaire en barrière communautaire. Ce choix brouille les lignes, car il retire aux assaillants la clarté de leur cible et introduit une ambiguïté paralysante. L'impact précoce est immédiat. La peur ne disparaît pas, mais elle change de camp. Ce basculement initial explique pourquoi, dès les premières heures, la tentative perd son élan et pourquoi la nuit cesse d'appartenir à ceux qui croyaient en contrôler le script. À retenir, une foule engagée peut neutraliser une stratégie armée. Le déclenchement est pensé pour être net et rapide. Quelques minutes après 2h47, des groupes armés se mettent en mouvement selon un schéma appris et répété. Angle mort, rotation de garde, itinéraire court. L'objectif n'est pas une bataille prolongée, mais une décapitation administrative suivie d'une annonce radiophonique au lever du jour. Dans ce plan, le temps est l'arme principale. Plus l'action est courte, moins la population a la possibilité de comprendre, encore moins de réagir. Très vite pourtant, le tempo se dérègle. Les communications censées coordonner l'opération deviennent instables, puis silencieuses. Les ordres envoyés ne reçoivent plus de confirmation claire. À l'intérieur du palais, les forces loyales cessent d'agir dans la confusion attendue. Elles tiennent leur position avec une discipline qui suggère qu'elles savent ce qui se prépare. Cette résistance n'est pas spectaculaire, mais elle est précise, mesurée et surtout synchronisée. L'apogée survient lorsque l'événement sort du cadre strictement militaire. Alors que les assaillants concentrent leur attention sur le palais, les rues deviennent un second théâtre. Des silhouettes apparaissent d'abord isolées, puis en groupes plus denses. Agriculteurs, étudiants, commerçants, mères de famille avancent sans uniforme ni commandement central. Ce mouvement lent mais continu modifie la nature même de l'affrontement. Ce n'est plus une attaque contre un homme ou une institution, mais une confrontation entre deux légitimités. À ce moment précis, Ibrahim Traoré comprend que le plan adverse repose sur une hypothèse devenue fausse, la passivité populaire. En ordonnant l'ouverture des portes, il fait un choix qui va à l'encontre des manuels classiques. Ouvrir, c'est accepter l'imprévisible. Mais fermer aurait figé la situation dans un rapport de force où seules les armes décident. L'ouverture transforme l'espace défensif en espace partagé où la frontière entre soldats et civils se brouille. Les répliques s'enchaînent rapidement. Face à une foule qu'ils ne peuvent ni identifier comme cible, ni disperser sans provoquer un chaos incontrôlable, les assaillants hésitent. Cette hésitation est fatale. Une force armée qui doute perd l'initiative. À l'intérieur des rangs loyalistes, le signal est compris. Les unités restées en attente rejoignent le mouvement non pour sauver un dirigeant isolé, mais pour soutenir une dynamique collective désormais visible. La tentative commence alors à se désagréger. Des arrestations ciblées remplacent les échanges de tirs. L'un des principaux acteurs du complot est surpris, loin de toute posture héroïque, tentant de détruire des documents compromettants. En moins de 10 minutes, son autorité s'effondre. Aucun coup de feu n'accompagne cette chute, ce qui souligne l'ampleur du basculement. Les répliques de cette nuit dépassent l'événement lui-même. Le plan conçu pour imposer un nouvel ordre révèle au contraire la fragilité d'un pouvoir fondé uniquement sur la peur. Ce retournement marque un point de non-retour. La ligne des événements
montre comment une séquence pensée comme chirurgicale s'est transformée en démonstration publique de limites structurelles. Avant cette nuit, le niveau de base est celui d'un système où les élites financières apparaissent largement hors d'atteinte, protégées par des réseaux, des délais juridiques et une opacité soigneusement entretenue. Après l'échec de la tentative, l'écart devient visible. 28 millions de dollars sont identifiés comme carburant financier du complot et 113 individus voient leurs avoirs gelés presque simultanément. Ces chiffres ne prennent sens que replacés dans leur contexte. Les fonds n'étaient pas concentrés dans un compte unique, mais fragmentés, déplacés en continu entre établissements bancaires, sociétés écrans et facturations fictives. Cette dispersion visait à rendre toute action corrective lente et juridiquement contestable. Or, la décision de gel intervient sans cette temporalité habituelle. Le changement n'est pas seulement quantitatif, il est procédural. L'argent est traité comme une arme opérationnelle, non comme un simple indicateur de corruption a posteriori. Le montant de 28 millions de dollars pris isolément peut sembler abstrait. Son interprétation devient plus concrète lorsqu'on observe son usage prévu. Selon les éléments révélés, ces fonds devaient couvrir trois fonctions complémentaires: rémunérer des acteurs armés, neutraliser des relais internes par la corruption ciblée et financer une campagne de désinformation destinée à saturer l'espace médiatique dès l'annonce du renversement. Chaque fonction correspond à une phase précise du scénario initial, ce qui explique pourquoi la trace financière devient centrale dans la reconstitution des faits. Le chiffre de 113 personnes concernées par le gel des avoirs marque une rupture symbolique. Il ne s'agit pas d'arrestations spectaculaires, mais d'un assèchement simultané de capacités d'action. Les profils évoqués couvrent un spectre large: anciens responsables politiques, figures militaires, entrepreneurs influents et propriétaires de médias. Cette diversité indique que le réseau n'était pas marginal, mais structurel, ancré dans plusieurs piliers de l'État et de l'économie. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré ne communique pas sur des intentions, mais sur des mesures mesurables. Le gel est présenté comme une opération de sécurité nationale avec un objectif clair: empêcher une seconde phase du plan, celle qui visait l'asphyxie économique. L'effet immédiat est double. D'un côté, il limite la capacité des acteurs identifiés à coordonner une réponse financière. De l'autre, il envoie un signal régional fort sur la redéfinition des lignes rouges. Ces données ne suffisent pas à raconter toute l'histoire, mais elles déplacent le débat. La question n'est plus de savoir si une tentative a eu lieu, mais comment elle a été financée et neutralisée. Le passage du niveau de base à ce nouvel état met en lumière un choix stratégique: agir vite sur les flux plutôt que d'attendre une résolution judiciaire longue et incertaine. C'est dans cet écart chiffré que se lit le véritable tournant de la crise. Une première lecture favorable soutient que la réaction rapide démontre une capacité retrouvée de l'État à se défendre. Dans cette perspective, l'échec du complot et le gel des avoirs montrent qu'un pouvoir qui agit sans hésitation peut dissuader durablement les tentatives futures. Les partisans de cette approche estiment que la visibilité des mesures, loin d'être arbitraire, rétablit une forme de confiance collective et réduit l'espace d'action des réseaux clandestins. À l'inverse, une critique structurée met en avant les risques. Le gel simultané d'actifs appartenant à des figures influentes peut être perçu comme une escalade dangereuse. Selon cet argument, une telle stratégie expose l'économie à des réactions de retrait, à des pressions externes et à des contestations juridiques prolongées. Certains observateurs craignent aussi que la frontière entre sécurité nationale et règlement de comptes politiques devienne floue, fragilisant à terme l'état de droit.
La réponse factuelle à ces inquiétudes repose sur la chronologie et sur la nature des preuves évoquées. Les mesures interviennent après l'échec avéré d'une tentative violente et s'appuient sur des éléments financiers précis, liés à une opération coordonnée. Le gel ne vise pas à sanctionner des opinions, mais à interrompre des flux identifiés comme opérationnels. Cette distinction est centrale pour comprendre la logique suivie. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré adopte une posture qui cherche à réduire le champ des interprétations. En qualifiant l'action de mesure de sécurité nationale, il ancre la décision dans une situation d'urgence plutôt que dans un cycle politique ordinaire. Le choix de la publicité, plutôt que de procédures discrètes, vise à limiter les rumeurs et à clarifier l'intention. Le débat reste légitime. Il oppose une logique de prévention immédiate à une exigence de garantie institutionnelle à long terme. Cependant, les données disponibles suggèrent que l'alternative n'était pas entre action et prudence abstraite, mais entre intervention rapide et risque d'une seconde phase du plan. Dans cette optique, la réponse apportée apparaît moins comme une surenchère que comme un arbitrage contraint par le calendrier et par la nature même de la menace. Jusqu'ici, l'analyse pouvait rester confinée au plan, au réseau et aux chiffres. Mais ce point médian révèle un basculement que les schémas classiques n'intègrent pas. L'échec ne vient pas d'une supériorité militaire soudaine, ni d'un retournement diplomatique, mais de l'entrée en scène d'acteurs que personne n'avait comptabilisés comme force politique immédiate. Lorsque des civils avancent vers le palais sans armes, sans hiérarchie formelle et sans message centralisé, ils transforment la nature du risque pour les assaillants. Tirer devient moralement, stratégiquement et médiatiquement coûteux. Ne pas tirer, en revanche, signifie perdre l'initiative. Cette zone grise paralyse une opération pensée pour fonctionner dans la clarté brutale de la peur. Ibrahim Traoré lit ce moment non comme une démonstration émotionnelle, mais comme une donnée stratégique nouvelle. L'ouverture des portes n'est pas un symbole abstrait, elle institutionnalise cette présence civile et la rend visible à tous les acteurs impliqués. À partir de là, le rapport de force ne peut plus être réduit à une confrontation armée. Ce point médian explique pourquoi la tentative cesse d'être réversible. Une fois la population engagée physiquement, le scénario initial devient obsolète. Le pouvoir ne se joue plus uniquement dans les centres de commandement, mais dans l'espace partagé, là où la légitimité se mesure à la présence et non à l'ordre donné. Pour l'État, la conséquence immédiate est un déplacement du centre de gravité. La tentative avortée révèle des failles internes, mais elle fournit aussi une justification politique pour agir vite sur les leviers financiers et administratifs. Les gels d'avoirs, les enquêtes ouvertes et la communication publique transforment une crise sécuritaire en séquence de réaffirmation institutionnelle. À court terme, l'État gagne en capacité d'initiative. À moyen terme, il s'expose à une exigence accrue de cohérence et de transparence, car chaque mesure devient un précédent observé de près. Pour les entreprises, l'impact est ambivalent. D'un côté, l'assèchement de réseaux opaques réduit certaines distorsions concurrentielles, notamment celles liées aux privilèges informels et aux protections politiques. De l'autre, l'incertitude réglementaire augmente temporairement, en particulier pour les acteurs liés au secteur financier et médiatique. La lecture dominante reste pragmatique. La stabilité dépend désormais moins de relations personnelles que de la conformité aux nouvelles lignes rouges. Cette reconfiguration redéfinit les coûts du risque et modifie les stratégies d'investissement à court terme. Pour les citoyens, l'effet le plus tangible est psychologique et social. La nuit de la tentative marque une rupture avec la passivité attendue.
Le fait que des civils aient un pesé sur l'issue d'un événement aussi critique modifie la perception du rôle collectif. La peur ne disparaît pas, mais elle se transforme en vigilance. Cette mobilisation ponctuelle ne se traduit pas automatiquement par une participation durable, mais elle crée une mémoire partagée. Elle rappelle que l'espace public peut devenir un acteur quand les institutions vacillent. Pour la région, enfin, le signal dépasse les frontières nationales. Dans le Sahel, où les changements de pouvoir sont souvent interprétés comme des affaires internes, la séquence est lue comme un cas d'école. Elle montre qu'une tentative de renversement peut échouer non seulement par manque de force, mais par défaut de légitimité sociale. Les voisins observent aussi les mesures économiques prises ensuite, évaluant leur compatibilité avec les équilibres régionaux et les relations existantes. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un point unique de décision que comme un nœud reliant ces dynamiques. Son rôle consiste à maintenir l'alignement entre l'État, l'économie, la société et l'environnement régional. Les conséquences concrètes de la nuit ne s'arrêtent donc pas à l'échec d'un complot. Elles redessinent les attentes de chacun de ces groupes en plaçant la légitimité et la cohérence au centre des calculs futurs. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Les mesures prises après la tentative continuent de produire leurs effets immédiats sans provoquer de rupture majeure. Les enquêtes avancent lentement, encadrées par des procédures visibles, et l'économie absorbe le choc initial du gel des avoirs. Dans cette trajectoire, la priorité reste la gestion du risque. Éviter une nouvelle tentative tout en maintenant un fonctionnement minimal des institutions et des marchés. La stabilité n'est pas spectaculaire, mais elle limite l'espace pour des actions déstabilisatrices rapides. Le scénario optimiste suppose un alignement plus large. Les révélations financières et la participation citoyenne de la nuit servent de catalyseur à des réformes ciblées. La clarification des responsabilités renforce la confiance interne, tandis que des signaux de prévisibilité rassurent progressivement les acteurs économiques. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré parvient à transformer une crise aiguë en point d'appui politique en consolidant un consensus minimal autour de la souveraineté et de la transparence. Le risque de fragmentation diminue et la région observe une trajectoire perçue comme innovante sans être ouvertement conflictuelle. Le scénario pessimiste, enfin, met en lumière les fragilités. Les mesures de gel déclenchent des résistances prolongées, internes et externes, qui se traduisent par des pressions économiques et médiatiques. Les procédures s'enlisent, laissant place à des récits concurrents et à une polarisation accrue. Dans ce contexte, la fatigue sociale s'installe, réduisant l'élan observé lors de la nuit critique. Le danger n'est pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la légitimité, ouvrant la voie à de nouvelles tentatives indirectes. Face à ces trois trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Il ne s'agit pas de prédire un résultat unique, mais de surveiller les signaux faibles. Cohérence entre discours et actes, temporalité des décisions et capacité à inclure la société sans la mobiliser en permanence. À 6 ou 12 mois, l'issue dépendra moins d'un événement spectaculaire que de l'accumulation de choix quotidiens. C'est dans cette continuité, plus que dans la crise elle-même, que se jouera la durabilité du tournant engagé. Pour une première catégorie de spectateurs, ceux qui vivent dans des contextes politiquement instables, cette séquence agit comme un miroir. Elle rappelle que les bascules de pouvoir ne sont pas toujours lointaines ni abstraites. Elles peuvent redoutables se jouer en quelques heures avec des décisions prises dans l'urgence et produire des effets durables sur la sécurité quotidienne, l'économie locale
et la confiance collective. Comprendre cette dynamique permet de lire différemment des événements similaires ailleurs, au-delà des titres rapides. Pour un second groupe plus éloigné géographiquement, l'intérêt est analytique. Le cas observé montre comment des leviers non militaires, financiers et sociaux deviennent centraux dans les conflits contemporains. Il invite à regarder autrement les notions de souveraineté, de légitimité et de résilience, souvent réduites à des concepts théoriques. Ici, elles prennent une forme concrète, mesurable par des choix et par des réactions humaines. Un troisième public, plus jeune ou plus engagé civiquement, peut y trouver une interrogation personnelle. La présence civile lors de cette nuit n'était ni planifiée ni idéalisée, mais elle a modifié un rapport de force. Cela pose une question directe sur le rôle individuel dans des moments collectifs critiques. Sans glorifier l'action spontanée, le récit montre qu'elle peut peser lorsqu'elle s'inscrit dans une dynamique partagée. Dans l'ensemble, l'enjeu pour le spectateur n'est pas de prendre parti, mais de mieux comprendre. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une figure isolée, mais comme un point de convergence de tension plus large. Ce recul permet d'éviter les lectures simplistes et de replacer l'événement dans une logique de long terme. Au final, cette histoire invite chacun à se demander comment il lit les crises politiques et quels signaux il choisit d'ignorer ou de considérer lorsqu'elles surgissent. À court terme, la première étape consiste à stabiliser l'appareil institutionnel. Cela implique de clarifier les chaînes de commandement, de sécuriser les canaux de communication et de maintenir la cohérence entre annonces publiques et actions administratives. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais d'éviter les zones grises où les rumeurs et les interprétations concurrentes peuvent prospérer. La deuxième étape touche au champ judiciaire et financier. Les mesures de gel doivent être suivies de procédures lisibles avec des critères explicites et des calendriers annoncés. Cette phase vise à transformer une décision d'urgence en processus contrôlé. En donnant de la visibilité aux étapes à venir, l'État limite la perception d'arbitraire et renforce la crédibilité des actions engagées. La troisième étape relève de la gestion sociale. Il s'agit de reconnaître la participation citoyenne sans l'instrumentaliser. Des canaux de dialogue structurés, même limités, permettent d'intégrer cette énergie dans un cadre durable. Sans cela, l'élan observé risque de se dissiper ou de se transformer en frustration. La clé réside dans l'équilibre entre reconnaissance et institutionnalisation. La quatrième étape concerne l'environnement régional et international. Une communication ciblée, factuelle, réduit les risques de malentendus et de pressions indirectes. En expliquant les choix opérés comme des réponses à une menace précise, l'État cherche à éviter une lecture idéologique globale. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme le garant de l'alignement entre ces niveaux. La feuille de route ne promet pas une résolution rapide, mais une méthode. Agir, expliquer, mesurer, puis ajuster. C'est cette capacité d'ajustement qui déterminera si la crise devient un précédent stabilisateur ou une parenthèse fragile. Lorsque l'on revient à cette nuit figée à 2h47, le fil conducteur apparaît plus clairement. Ce n'était pas seulement une tentative de renversement, mais une mise à l'épreuve d'une mémoire collective encore marquée par des blessures anciennes. L'histoire du Burkina Faso porte le souvenir de dirigeants trahis de l'intérieur, et cette ombre pèse toujours sur chaque moment de crise. C'est ici que le parallèle implicite avec le passé s'impose. Le nom de Thomas Sankara n'est jamais loin dans l'imaginaire national, non comme un slogan, mais comme une question non résolue. Un projet de rupture peut-il survivre à la pression combinée des intérêts internes et externes? Cette nuit-là, le scénario semblait rejouer une tragédie connue avec ses codes et ses attentes. Pourtant, quelque chose diffère. Ibrahim Traoré ne traverse pas l'événement seul, isolé dans un palais assiégé.
Il est porté, parfois malgré lui, par une présence collective qui modifie l'équation. La décision d'ouvrir les portes, la visibilité donnée aux procédures et la réponse publique aux révélations financières forment un ensemble cohérent, même imparfait. La phrase qui s'impose alors n'est ni héroïque ni définitive. La peur n'a pas disparu, mais elle a changé de camp. Ce déplacement, fragile mais réel, résume la portée émotionnelle de la séquence. Il ne garantit rien pour l'avenir, mais il marque une rupture symbolique. L'histoire ne se répète jamais à l'identique. Elle teste ce que les sociétés ont appris. À ce stade, la question n'est plus de juger une nuit ou un homme, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Les événements décrits montrent comment des décisions prises sous pression révèlent des dynamiques plus profondes, souvent invisibles en temps normal. Ils invitent à dépasser les lectures binaires entre héros et traîtres pour observer les mécanismes concrets du pouvoir, de la peur et de la légitimité. Pour le public, l'enjeu n'est pas l'adhésion, mais la compréhension. Comment interpréter une crise politique sans se laisser enfermer dans l'émotion immédiate? Quels signaux méritent attention et lesquels relèvent d'idées du bruit? Ces questions dépassent le Burkina Faso et trouvent un écho dans de nombreux contextes contemporains. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de départ pour un débat plus large, non comme une conclusion. La suite dépendra autant des institutions que de la capacité collective à rester attentive, informée et critique. La discussion reste ouverte. Qu'est-ce qui, selon vous, fait réellement basculer une crise politique? La force, l'argent ou la légitimité perçue? Cette interrogation finale prolonge le récit au-delà de ces pages, là où commence l'échange.